En 1903, le critique d'art allemand Richard Muth a débuté ainsi son histoire de la peinture anglaise. L'opinion sur l'art anglais est passée d'un extrême à l'autre. Autrefois, on était généralement d'avis que la peinture anglaise n'existait tout simplement pas, car les Anglais ne participaient pas à nos expositions. Il n'y avait donc aucune raison de penser qu'ils puissent peindre des tableaux. Si cette entrée en matière, quelque peu provocante, doit être nuancée, elle a le mérite de souligner un des problèmes fondamentaux dans la réception de la peinture anglaise en Europe, et plus particulièrement en Allemagne au XIXe siècle, la circulation difficile des œuvres originales entre l'Angleterre et le continent, due à la relative indifférence des peintres anglais vis-à-vis des expositions étrangères, et à la frilosité des collectionneurs répugnant à se séparer de leurs trésors, fût-ce temporairement. Pour autant, l'art anglais n'est pas absent, loin s'en faut, de l'espace culturel allemand de l'époque, mais il se diffuse plus indirectement par des chemins de traverse, pour ainsi dire. La peinture laisse largement la place à sa reproduction gravée et l'espace institutionnel des académies et des musées s'efface partiellement derrière celui des librairies, des foires et des marchés, et surtout des appartements bourgeois ou petits bourgeois que viennent envahir les gravures anglaises. C'est leur présence familière et discrète dans les intérieurs de l'époque et ses conséquences sur la perception générale de l'art anglais outre-Rhin que l'on tentera ici de mettre en lumière. On se penchera d'abord sur la variété de ces reproductions et leur diffusion massive dans les demeures allemandes, encadrées ou simplement accrochées au mur, gravures au burin ou lithographies bon marché, elles décorent salons et boudoirs, et réduites aux dimensions d'une page de livre, illustrent les almanachs et keepsakes très appréciés en Allemagne à partir des années 1830. On interrogera ensuite les usages qu'elles génèrent et qui reflètent les valeurs morales et culturelles de leur environnement, et les réappropriations nouvelles qu'elles suscitent, contribuant donc à complexifier et enrichir la réception de l'art anglais, à en diffuser les images d'une manière à la fois efficace et infidèle, massive et marginale. En effet, c'est par cette hypothèse que nous conclurons cette communication. Il semble que l'œuvre finisse par se dissoudre dans ce processus de reproduction successive, où les impressions se fondent dans un arrière-plan familier auquel on prête une attention distraite. Pendant la majeure partie du XIXe siècle, les commentateurs allemands considèrent la peinture anglaise avec un mélange de suspicion et de dédain, estimant souvent qu'ils font preuve d'une audace et d'une négligence coupable en matière de dessin et d'utilisation de la couleur. Ils s'accordent généralement pour reconnaître au graveur anglais un talent particulier. La gravure est, depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle, une spécialité anglaise, et ce, de façon à la fois globale et durable. Globale parce que les graveurs anglais maîtrisent la plupart des techniques de la gravure, en particulier celle de la gravure sur cuivre, et plus particulièrement de la mezzoteinte, une technique en taille douce permettant de varier les nuances de gris ou de noir, qu'on appelle aussi manière noire ou manière anglaise, tant les artistes britanniques s'en sont fait une spécialité. Et, à partir des années 1820, celle de la gravure sur acier, plus rapide et économique que la coûteuse gravure sur cuivre, et qui se développe d'abord à Londres avant d'être diffusée sur le continent. Durable, parce que la popularité des gravures anglaises outre-Rhin, et plus généralement en Europe, perdure pendant la majeure partie du siècle. Les grands noms de la mezzoteinte, comme William Willett, je vous ai mis le portrait ici, ou John Boydell, actifs pendant les dernières décennies du XVIIIe siècle et très connus, continuent d'apparaître dans les catalogues de vente et les inventaires des dernières décennies du XIXe siècle. En 1860, le marchand leipzigois Richard Weigel propose toujours à la vente des gravures de Willett d'après le paysagiste Richard Wilson. À ces reproductions, souvent de valeur, que l'on collectionne à cause de la renommée des artistes, allographes, viennent s'ajouter à partir des années 1830 des gravures que l'on achète parce qu'elles reproduisent des tableaux d'artistes appréciés, comme le peintre animalier Edwin Landseer ou le peintre de genre David Wilkie. Si les graveurs qui succèdent à la génération des maîtres de la manière noire n'ont pas, loin s'en faut, leur notoriété, les critiques et les collectionneurs allemands reconnaissent unanimement l'excellence de leur travail. Les revues d'art de la seconde moitié du siècle, comme les Dioskuren ou la Deutsches Kunstblatt, consacrent régulièrement des articles à la gravure anglaise. Le succès des graveurs anglais outre-Rhin est à la hauteur de leur réputation. Si les peintures anglaises se font rares dans les musées allemands, leurs reproductions, elles, sont omniprésentes dans les catalogues de librairies, dans les portefeuilles des collectionneurs ou au mur des appartements. Plusieurs types de sources en témoignent. Les inventaires et catalogues de ventes aux enchères, mais aussi les textes littéraires, autobiographiques ou de fiction, qui décrivent des intérieurs de l'époque. On retrouve très régulièrement la mention des gravures anglaises sur cuivre ou sur acier, c'est selon Kupfer ou Stahlstiche, décorant un boudoir ou un salon. Elles voisinent ainsi avec les vases chinois et les services à thé,
De grands vases à motifs bleus sont posés sur les buffets. Dans le couloir à l'étage sont accrochées quelques gravures anglaises dans des cadres dorés. Rien ne manque au confort habituel, rideaux, nappes et tapis, écrit en 1871 Ernst Wichert dans un roman feuilleton intitulé Derrière les coulisses. Ou bien, elle constitue le seul ornement d'un logis plus modeste. La pièce était meublée d'un simple divan recouvert de cuir noir, de 3 ou 4 chaises, d'une table ovale et d'une petite armoire en bois sombre. D'anciennes gravures anglaises représentant des scènes bibliques étaient accrochées au mur, lit-on, par exemple, dans un autre roman feuilleton de 1865 intitulé La fiancée de Louisiane. Cette variété d'espaces dans lesquels on retrouve les gravures montre à quel point elles étaient largement diffusées en Allemagne et accessibles, sinon à toutes les bourses, du moins à différents milieux sociaux. De fait, les prix des gravures varient énormément selon la technique employée, la qualité de l'épreuve. Et un critique de la revue Die Gegenwart évoque en 1888 la mode des gravures sur acier anglaises en bon marché. Et en 1860, l'écrivain Theodor von Kane, anglophile, écrit dans son ouvrage consacré à la culture anglaise à propos des peintres de genre et animalier Landseer et Wilkie. Ils font désormais partie du vocabulaire domestique, partout dans le monde où il y a des murs suffisamment solides pour y planter un clou, et l'on trouve dans les logis des maîtres d'école silésiens des reproductions, certes de mauvaise qualité, du Saint-Bernard de Landseer et du violoniste aveugle de Wilkie. Cette omniprésence est renforcée par le fait, si l'on revient aux descriptions d'intérieur de l'époque, que les gravures anglaises s'adaptent aussi, selon bien sûr le sujet qu'elles représentent, aux habitants, et se vont dans des environnements tant féminins, un boudoir, rempli de jolis bibelots de fleurs et de napperons par exemple, que masculins, un fumoir ou une garçonnière. Et de fait, les images qu'elle donne à voir, non seulement aux collectionneurs cherchant avidement les plus belles épreuves de Willett et Boydell, mais à tout à chacun, deviennent des repères iconographiques par lesquels appréhender le monde. On trouve à plusieurs reprises, sous la plume de voyageurs allemands, des références à des gravures anglaises que l'on croit ou que l'on veut retrouver dans la réalité. Dans les années 1860, l'écrivaine Fanny Liebald, assistant à un match de cricket dans un collège de Harrow, a l'impression de voir des scènes de gravure représentant de jeunes garçons joueurs et des dames à cheval prendre soudain vie sous ses yeux. Quelques années plus tôt, un critique de la revue Didascalia rêve de voir de ses yeux les paysages rhénans qu'il ne connaît que grâce aux gravures sur acier anglaises. Et en 1851, le correspondant de la revue Morgenblatt für gebildete Leser évoque son étonnement de ne pas retrouver dans les rues de Londres les belles ladies britanniques qu'il connaît en noir et blanc. En somme, les gravures anglaises envahissent l'espace domestique allemand et l'imagination de ses occupants, comme le constatent parfois avec un brin d'agacement les commentateurs et critiques d'art. Ainsi, en 1861, un critique de la revue allemande de décoration Die Gartenlaube évoque avec une certaine acrimonie ces magnifiques gravures anglaises qui, jusqu'à une période récente, pouvaient se vanter de régner sans rival sur le sol allemand. Les gravures anglaises règnent avec d'autant plus de force sur le sol allemand qu'elles ne recouvrent pas seulement les murs des salons, mais se glissent également dans les livres que l'on y lit. Pour revenir à l'étonnement de ce correspondant allemand cherchant en vain les beautés anglaises dans les rues de Londres, il fait référence aux Keepsake Beauties, les portraits féminins très idéalisés, illustrant, parmi d'autres gravures sur acier, de petits livres luxueusement reliés, je vous ai mis quelques exemples, la plupart du temps publiés annuellement et offerts en guise d'étrenne à la fin de l'année à la gente féminine, et dont plusieurs éditeurs londoniens se sont fait à partir des années 1820 une spécialité. Or, de la même façon que les gravures anglaises d'encadrement et de portefeuille font fureur sur le continent, les keepsakes, ou annuals comme on les appelle, connaissent un succès semblable et durable à partir des années 1830 et envahissent les librairies françaises ou allemandes. Les libraires allemands se livrent à une guerre sans merci pour établir leur monopole dans ce domaine et satisfaire à la mode de l'époque puisque, comme le souligne ironiquement un critique de la Berliner Revue en 1856, les keepsakes meublent les grands salons, je cite, au même titre que les grands vases chinois ou les cheminées en marbre. Cette façon de présenter ces petits livres comme essentiellement des objets de décoration et non de gravure, révélatrice du rapport de l'image et du texte qui les caractérise. Les gravures qui en émaillent les pages ne sont pas très nombreuses, une dizaine, contre une centaine de pages de texte, les illustrations restant plus coûteuses à imprimer. Pour autant, de marginales, parfois au sens propre du terme, certaines gravures étant placées au début du volume, juste après la page de titre, elles deviennent rapidement centrales, ou en tout cas sont présentées comme telles. Dans les publicités des libraires, d'une part, insistant sur leur nombre et leur qualité, dans les critiques qu'en fait la presse culturelle,
qui mentionne plus rarement les textes des keepsakes et beaucoup plus souvent les images que l'on y trouve. Enfin, et peut-être surtout, par les éditeurs eux-mêmes qui organisent les livres à partir des gravures, de sorte que d'illustrations, elles deviennent les objets illustrés. En Angleterre, il n'est pas rare que les éditeurs du Forget Me Not ou du Keepsake demandent à des auteurs plus ou moins connus de composer un poème ou une nouvelle pour accompagner une gravure choisie au préalable. Quant aux éditeurs allemands qui se sont eux aussi lancés dans la publication d'Almanach pour dames, plusieurs d'entre eux reprennent simplement les gravures ornant les éditions anglaises en y ajoutant des textes écrits en allemand à partir de ces images qu'ils présentent parfois, c'est le cas dans le Rheinisches Taschenbuch, l'Almanach rhénan de Johann Valentin Adrian, comme des, en allemand, Kupfererklärungen, des commentaires, des explications de cuivre, de gravure sur cuivre, des commentaires d'images les mettant en valeur et permettant à la lectrice, qui en l'occurrence est d'abord une spectatrice, d'en saisir toute la beauté et toutes les subtilités. La gravure qui semblait marginale, au moins quantitativement, règne sans partage sur le livre des traits. Le rôle alors, les gravures anglaises remplissent-elles dans l'espace domestique qu'elles ont envahi? À quels usages leur nouvel environnement culturel les soumet-il? J'aimerais présenter ici quelques pistes de réflexion en insistant d'abord sur le rapport de ces images au cadre de vie dans lequel elles s'inscrivent. La sphère privée et son aménagement prend au cours du XIXe siècle, a fortiori dans la classe bourgeoise, une importance prépondérante. Le foyer est conçu non seulement comme un refuge contre le monde extérieur, à l'intérieur duquel le maître de maison peut oublier les tracas du dehors et se détendre physiquement et psychologiquement, un lieu essentiellement confortable donc, mais aussi comme un espace d'autoreprésentation exprimant le statut social et les valeurs morales et culturelles de ses habitants, au premier rang desquels l'appartenance à une cellule familiale. Les gravures anglaises présentes dans les intérieurs allemands remplissent ces deux fonctions, souvent, au moins. Certaines unités thématiques que l'on remarque dans les catalogues de ventes aux enchères font émerger une sorte de reflet idéal de l'espace domestique, où évoluent d'agréables figures féminines, souvent maternelles ici. Un exemple d'après Laurence, des enfants et des chiens aussi, symboles de fidélité, s'ancrant parfaitement dans cet hymne aux joies de la famille. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, on associe d'ailleurs couramment confort domestique et bonheur familial à l'Angleterre, le pays qui a inventé la notion même de confort, dont la souveraine, la reine Victoria, se représente elle-même volontiers dans un cadre familial et privé, et dont une nouvelle classe de collectionneurs issus de la bourgeoisie fait ses délices de scènes de genre domestiques et paisibles, homely, pour reprendre les termes de l'artiste et théoricien Richard Redgrave. Quant aux scènes de chasse et de pêche, autre spécialité anglaise, dont les deux représentants les plus éminents, Landseer et un autre peintre animalier qui est Richard Ansdell, voient leur reproduction massivement diffusée en Allemagne. Elles évoquent à la fois le loisir et la nature, loin du monde professionnel, et une activité souvent aristocratique, donc prestigieuse. Plaisir visuel et affirmation des valeurs familiales et de l'appartenance à la bonne société. Les gravures anglaises fonctionnent comme de discrets miroirs, renvoyant une vision, parfois d'ailleurs idéalisée ou rêvée, du mode de vie de leurs propriétaires. J'ai évoqué la beauté des figures féminines que l'on trouve régulièrement reproduites. Et de fait, les portraits de femmes reviennent souvent dans les catalogues de ventes aux enchères, bien sûr, et aussi dans les keepsakes, où elles constituent parfois l'essentiel des illustrations. Si plusieurs de ces représentations font figure de modèle à suivre pour les lectrices, puisqu'elles donnent à voir des fiancées fidèles ou des mères heureuses et dévouées, leur importance même, leur caractère central par rapport au texte que j'ai évoqué plus tôt, peut également être interprété en termes normatifs. Cette insistance sur les illustrations au détriment du texte évite aux commentateurs et aux écrivains de se confronter à l'image, possiblement subversive, de la lectrice. Bien sûr, la mise en avant des gravures est liée à l'usage social fait à l'époque des almanachs, disposés sur la table du salon pour que la maîtresse de maison et ses hôtes puissent regarder les images ensemble, ou qu'un invité esseulé ou ennuyé trouve une contenance en les feuilletant. Plusieurs commentateurs ont aussi pointé du doigt la mauvaise qualité des textes publiés dans les albums pour dames. Mais plus profondément, il semble que l'idée de la lectrice de keepsakes dérange. Quelques exemples pour étayer cette hypothèse est d'abord celui d'un roman sentimental intitulé L'Ange terrestre, publié en feuilleton dans la revue Le Münchner Konversationsblatt en 1845. Il met en scène deux jeunes femmes, la pure et timide Émilie et l'audacieuse comtesse Lydie. Au début du roman, les personnages sont rassemblés dans le salon de la comtesse et discutent à propos des keepsakes non traduits disposés sur la table. Émilie confesse qu'elle peut seulement regarder les images, ne lisant pas l'anglais,
tandis que la comtesse proclame sa passion pour l'œuvre de Lord Byron, dont des textes sont publiés dans l'album qu'Émilie a sous les yeux, et insiste sur la nécessité de le lire en anglais dans le texte, et pour les femmes, d'apprendre des langues étrangères. À la fin du récit, la comtesse, qui se révèle être une créature malfaisante, est punie, tandis qu'Émilie trouve le bonheur dans les bras d'un mari aimant, quoique sévère. Il s'agit ici bien sûr d'un texte isolé qui ne reflète pas obligatoirement l'opinion d'une société entière, mais l'ambivalence de la relation texte-image dans les albums pour dames et de la façon dont elle est perçue à l'époque se retrouve également dans l'iconographie des keepsakes eux-mêmes. Je prendrai l'exemple des 2 premières gravures publiées dans le Rheinisches Taschenbuch de 1836, d'après les illustrateurs Frank Stone et Edmund Thomas Paris. La première, intitulée Miss McAlpine, représente une jeune femme non pas plongée dans un livre, mais rêveuse, les yeux perdus dans le vide. La seconde, Miss Anna, représente une autre jeune femme souriant au spectateur ou au lecteur et appuyant le coude sur un livre fermé. Les 2 gravures peuvent bien sûr être considérées indépendamment l'une de l'autre et les récits qui les accompagnent n'ont aucun rapport entre eux. Mais si l'on considère le Rheinisches Taschenbuch comme un tout, ces 2 gravures, placées à la suite l'une de l'autre au début du livre, et bien loin des récits qu'ils sont censés illustrer, peuvent donner au lecteur ou à la lectrice l'impression quelque peu paradoxale qu'un livre n'est pas fait pour être lu, mais pour qu'on en détourne les yeux, pour le fermer et sourire. L'importance du regard masculin dans la réception et la diffusion des gravures anglaises outre-Rhin apparaît également dans les réappropriations qui en sont faites. Dans les nouveaux imprimés où elles apparaissent, d'abord ceux des romans feuilletons que j'ai évoqués plus haut. Dans la littérature sentimentale de l'époque, la gravure anglaise devient une référence, sinon érotique, du moins de joliesse féminine, que l'on applique indifféremment aux jeunes héroïnes naïves et pures ou aux femmes fatales. Les auteurs ont souvent recours, pour décrire l'apparition d'une jolie femme aux yeux éblouis du narrateur masculin, à la référence des keepsakes, ou plus généralement des gravures anglaises, qui façonnent donc dans l'imaginaire collectif un type, celui de la beauté aux longs cils et à la peau de porcelaine. Quelques exemples. Celui par exemple d'un extrait de Biondella de l'écrivain Karl Eduard Reinhold, qui écrit jusqu'ici: je n'avais aimé que des brunes, mais les boucles blondes des Vénitiennes étaient si belles. Leurs yeux bleus étaient comme un flot de lumière venu des cieux, leur forme, leur teint si pur, leur maintien, pardon pour la faute, dépassaient tous les tableaux que j'avais vus jusqu'ici dans les keepsakes anglais. Un autre, datant de 1860, sa jolie tête rappelait en vérité les portraits des keepsakes, tant elle était étroite et comme transparente, sous le voile de ses longues boucles brunes. Et un dernier, dans une nouvelle publiée en 1858 dans la revue Das Echo, la dame laissa tomber son masque et le Hongrois, puisque le héros est hongrois, ébloui, aperçut un visage aussi ravissant que ceux que les gravures anglaises offrent à la rêverie du spectateur solitaire. Une beauté type, donc, dont le caractère standardisé, d'une part, de fantasme, d'autre part, déjà présent dans les gravures elles-mêmes, est encore renforcé dans l'utilisation littéraire qu'en font les romans feuilletons allemands. On retrouve cette importance du regard masculin, la fixation de ces images en des objets d'admiration ou de désir, dans une autre transformation dont elles font l'objet en Allemagne. Comme nombre d'autres gravures circulant à l'époque, elles sont utilisées par les peintres sur porcelaine pour décorer les têtes de pipe très répandues au XIXe siècle, en particulier dans les communautés étudiantes. Les sujets représentés sont divers, scènes de chasse ou de taverne, parfois figures sacrées ou d'hommes célèbres, et surtout nus féminins et portraits de femmes, dont beaucoup sont tirés des keepsakes. Ici, un exemple d'après l'artiste britannique Fanny Corbeau. Les livres d'étrennes constituent un répertoire où les peintres sur porcelaine puisent largement. Les gravures anglaises, donc, qui reproduisaient déjà tableaux et dessins, poursuivent sur le sol allemand un processus de transformation en investissant d'autres espaces culturels, d'autres supports où le regard masculin joue un rôle fondamental. Elles sont donc soumises à différents usages, reflétant les valeurs, les codes et les désirs de la société qui les consomme avec tant d'enthousiasme. Mais leur perception, les textes que j'ai cités en témoignent, il y a quelque chose de flou et d'indistinct parce qu'elles sont le plus souvent moins considérées comme des œuvres distinctes les unes des autres que comme faisant partie d'un ensemble, d'un genre iconographique et décoratif. Omniprésente dans l'espace de la vie quotidienne, elles courent néanmoins le risque de se dissoudre dans cette quotidienneté et d'abord de perdre ce qui en fait des artefacts indépendants, l'identité des artistes qui les ont produites. Rares sont les écrits qui citent les noms des peintres et des graveurs à l'origine des images accrochées au mur ou aperçues dans un livre, sauf si, comme chez Fontane, l'auteur consacre son texte à la popularité de ces artistes.
Le nom des artistes, autographes ou allographes, ne sont d'ailleurs pas toujours inscrits sous les images, et s'ils le sont, il est parfois difficile de les déchiffrer au bas des reproductions protégées par le verre, séparées du spectateur par un fauteuil ou un manteau de cheminée. On peut aussi imaginer que pour nombre de ceux qui en Allemagne regardent ces gravures, sauf si elles ont fait l'objet d'un choix réfléchi de la part d'un collectionneur averti, l'identité des artistes n'a potentiellement que peu d'importance. Et cette identité continue à se dissoudre dans les réappropriations, les reproductions dont elles font l'objet. Les keepsakes reproduisent indifféremment des peintures ou des dessins de peintres reconnus, comme le portraitiste Thomas Lawrence, Landseer, déjà cité, ou Wilkie, mais aussi et parfois surtout ceux d'artistes plus modestes, passant le plus clair de leur temps à produire des illustrations pour les keepsakes. J'ai cité Fanny Cordoue. On peut aussi penser à l'aquarelliste Edward Henry Corbout, image doublement marginale donc. Or, le trait du graveur, en déformant inévitablement la vision que l'on se fait de l'œuvre originale, peut également gommer les différences de style et de talent, la touche propre à l'artiste, contribuant ainsi à une forme de nivellement de l'art anglais tel qu'il est perçu outre-Rhin par un public qui n'a pas les originaux sous les yeux. Ce nivellement, la disparition de l'originalité de l'œuvre, est encore plus sensible lorsque les gravures que le public allemand a sous les yeux sont de seconde main, des reproductions de reproductions, ou ont été réalisées avec des plaques déjà maintes fois utilisées en Angleterre et qui n'ont plus la précision souhaitée. Enfin, la transformation supplémentaire que les peintres sur porcelaine font subir aux images poursuit l'altération commencée par la gravure. Mais si l'identité de l'artiste passe au second plan jusqu'à disparaître parfois tout à fait, le contenu des gravures elles-mêmes tend à se dissoudre. Si l'on se penche à nouveau sur les évocations de ces images dans les descriptions d'intérieur, on est frappé par l'imprécision qui les entoure. L'auteur décrit parfois le sujet représenté, ou évoque au moins le genre, des scènes bibliques, des scènes galantes ou des paysages, mais la plupart du temps, le lecteur doit se contenter de la mention gravure anglaise, sur cuivre ou sur acier, sans autre précision. Et il est d'autant plus difficile pour le lecteur contemporain de se représenter précisément ce que recouvre cette catégorie que l'adjectif anglais peut se référer à l'ensemble du processus créateur et désigner des reproductions d'originaux anglais, comme Landseer ou Wilkie ou les illustrateurs de keepsakes, ou bien seulement la reproduction, puisque c'est aussi le talent des graveurs anglais qui fait le succès de ces images. On parle alors de reproductions de peintures anciennes, flamandes ou italiennes, très largement diffusées par l'intermédiaire des maîtres de la manière noire. J'ai évoqué plus haut la large diffusion des gravures anglaises, lieu commun de la décoration intérieure, que l'on retrouve dans des logements luxueux ou modestes, selon leur état et leur valeur, dans des boudoirs ou des fumoirs, selon leur sujet. Images caméléons, elles semblent alors, au fil des pages, se fondre dans leur environnement, quel qu'il soit, et en exprimer le caractère principal, luxe bourgeois ou modestie d'un logis plus étriqué où la décoration se fait rare, avec une plasticité remarquable. Ces images n'ont alors de valeur que parce qu'elles disent du décor, du lieu dans lequel elles s'inscrivent, devenant un élément du mobilier que le spectateur, le narrateur qui pénètre dans la pièce et par le regard duquel le lecteur accède à son ameublement, enregistre machinalement dans un coup d'œil global. L'image gravée, qui se voit conférer une position centrale dans la sphère domestique de l'époque, qui règne sur les salons à l'atmosphère feutrée, recule de facto, à la marge, disparaît en se fondant dans l'architecture intérieure. Et c'est pourquoi j'aurais ici recours avec une certaine précaution pour définir la réception dont elle fait l'objet, au concept forgé par Walter Benjamin dans l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, pour caractériser la perception de l'architecture, entre autres, celui de réception par distraction, consistant beaucoup moins, je le cite, en une attention captivée qu'en une perception passagère. De façon similaire, face aux gravures, dans bien des cas, le spectateur ne fournit aucun effort de concentration. Les images s'impriment d'elles-mêmes sur sa rétine et y laissent une trace indistincte, suffisamment puissante pour être mobilisée par la suite, pour servir de référence immédiatement saisissable, mais sans pour autant dissiper la brume qui, pour les Allemands, nimbe les îles britanniques et l'art qui s'y produit. Je vous remercie de votre attention.